Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Anne-Laure Delatte. Bonjour, Bonjour. directrice de recherche en économie au CNRS. Il faut qu'on parle de cette panne de croissance qui se poursuit après une baisse de 0,1% au quatrième trimestre. L'INSEE nous dit ce matin plus 0,1% de croissance, quasi-stagnation au premier trimestre. Ça vous inquiète cette panne qui se poursuit? C'était relativement attendu, c'est pas une surprise, mais quand même. Oui, c'était attendu, hein. On avait prévu qu'il y aurait un ralentissement, mais la Banque de France elle-même, après l'INSEE, la Banque de France a révisé ses prévisions à la baisse aussi. Elle n'attend que 0,7% de croissance en 2025 contre 0,9% initialement. Alors d'où ça vient et pourquoi on n'est pas si étonné que ça? Je pense qu'il y a trois facteurs importants, internes et externes. Il y a deux facteurs internes, c'est la politique budgétaire restrictive qu'on a mis en place pour restaurer nos comptes publics. On a annoncé 42 milliards d'euros d'économies et de hausse d'impôts, et ça, mécaniquement, ça freine la consommation et l'investissement. C'est d'ailleurs pour ça que l'INSEE avait déjà commencé à réviser sa croissance économique, ses prévisions de croissance économique. L'année dernière, au moment où c'était le gouvernement Barnier, on estimait que cette politique budgétaire coûterait autour de 0,5 points de PIB. Donc ça, c'est le premier facteur et il se confirme. Le deuxième facteur interne, c'est une perte de confiance liée à la crise politique qui dure depuis juin 2024, avec une instabilité gouvernementale et une visibilité économique réduite pour les entreprises, même si le gouvernement Bayrou dure plus longtemps qu'on aurait pu le prévoir. Notamment, il n'a pas été censuré par le Parti socialiste. Il il n'a pas encore été censuré par le Rassemblement national, mais on voit bien que on a du mal à faire passer les réformes, qu'il faut faire des compromis et que le gouvernement est régulièrement sous le joug de la menace de censure. Donc ça, c'est les deux points internes. Et après, du point de vue externe, je crois que je ne surprendrai personne, et ça fait le lien avec ce que disait Jean-Marc Vittori, hein, à l'instant. On a un contexte international extrêmement défavorable, avec des tensions commerciales instigées par les États-Unis et qui pèsent sur les exportations européennes et les exportations françaises en particulier. Ouais, après, Anne-Laure Delatte, l'inflation en France est sous les 1% depuis maintenant plusieurs mois. Et la consommation, on a les chiffres sur mois de mars, décroche de 1%. C'est beaucoup. Pourquoi on ne consomme pas plus alors que l'inflation était encore il y a quelques mois ou trimestres à 3 à 4 et maintenant on est sous 1%? Ça redonne des gains de pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce que la consommation est en berne? Non, en fait, l'inflation, vous savez, David, c'est plutôt un révélateur du moteur économique. Moi, je suis toujours surprise quand on dit ah, l'inflation a baissé, c'est une bonne nouvelle. Alors, quand l'inflation était à 4, 5% par an, ce qui était exceptionnel hein, historiquement, quand ça baisse, oui, là, vous avez un gain de pouvoir d'achat. Mais quand vous êtes à 2%, c'est une inflation normale, c'est-à-dire que ça correspond à une mécanique économique avec une offre et une demande qui s'ajustent. Vous voyez, vous avez une croissance économique et la croissance économique, elle entraîne 2% d'inflation. Dès que vous commencez à baisser en dessous ça, ben, c'est des signes de récession. En fait, on s'est d'ailleurs battu contre une inflation trop basse à partir de 2008-2009 jusqu'au Covid. Il faut pas oublier ça, il faut vraiment le garder en mémoire. En fait, l'inflation qu'on a subie il y a assez peu de temps, elle était liée à des facteurs d'offres. Souvenez-vous, hein, c'était le Covid, l'Ukraine. Donc on avait une offre qui avait fortement ralenti. Mais vous voyez, l'inflation, c'est toujours le reflet de la mécanique du moteur économique. Non, la consommation, elle baisse. De nouveau, ça renvoie à mon premier facteur interne, qui est la politique budgétaire mise en place, qui est liée au fait qu'il faut qu'on restaure nos finances publiques. On a le La choix d'ailleurs, Anne-Laure stratégie. Delatte, on a le choix. On pourrait ne pas restaurer nos comptes publics pour éviter que ça pèse Alors autant non, sur la non, ça, croissance. je pense qu'on n'a pas le choix. En fait, on a un déficit public qui était jusqu'à l'année dernière deux fois au-dessus du seuil autorisé par la Commission européenne. Donc, il y a un moment où
quand vous avez décidé d'adhérer à un club qui est celui de l'euro, je crois qu'il faut mieux se résoudre à appliquer les règles, hein, et notamment parce qu'on est un grand pays. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est qu'on peut, à force, peut-être inquiéter les investisseurs si nos comptes publics continuent à se dégrader. Mais moi, je suis plus inquiète par le déficit que par la dette. La dette, pour l'instant, aussi étonnant que ça puisse paraître, la dette publique, c'est un titre, c'est un titre financier qui est plutôt accepté sur les, enfin, qui est même plutôt beaucoup aimé sur les marchés financiers. Et donc, moi, mon point, c'est plutôt de dire, on a ce bien public commun. En fait, les investisseurs veulent bien nous prêter et à des taux qui sont plutôt favorables. Donc, vraiment, gardons ça. Et pour ça, il faut montrer à tout le monde qu'on est capable de restaurer nos finances publiques. Le point, c'est que vous avez le choix entre deux stratégies. Trois, disons. Une, on coupe beaucoup les dépenses publiques. Deux, on augmente les impôts. Trois, on fait un mix des deux. En Et en France, à fait, chaque fois, on nous promet un mix des deux et au final, il y a toujours plus de hausse d'impôts que de baisse de dépenses. C'est ce qu'on a vu là récemment. euh, au final, en fait, le point qui est pas si évident que ça, c'est que les baisses de dépenses publiques, parfois, c'est des prélèvements. En fait, parfois, c'est une sorte de taxe sur les ménages, si vous voulez. Par exemple, si vous réduisez une consultation médicale, c'est une baisse de dépenses publiques hein, pour l'assurance Si vous baissez sociale, le mais en remboursement, réalité, vous voulez c'est dire le remboursement d'une consultation oui, médicale. excusez-moi, Oui, 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 la baisse, oui, pardon. Si de prise en on charge. coupe les remboursements médicaux, c'est qu'on réduit les remboursements de la consultation médicale, ça peut s'avérer être une taxe pour les ménages qui ne sont pas, qui n'ont pas de mutuelle, vous voyez, et il y en a pas beaucoup en France. Il y a 6% de ménages qui n'ont pas de mutuelle, mais bon, ces ménages existent et ça peut être une taxe. Et, et en fait, si vous y pensez, il faut surtout pas affecter la consommation d'une partie de la population qui est déjà très juste en fait, qui n'a pas la capacité d'épargner chaque mois. Et ça, c'est à peu près 50% de la population. Vraiment, d'un point de vue macroéconomique, ce que vous voulez, c'est surtout que les Français n'aient pas le réflexe de se dire, ah mince, en fait, je vais être plus taxé ou je vais subir des coupes de dépenses publiques qui vont en fait réduire mon pouvoir d'achat. Et donc, je consomme moins. En fait, je consomme moins par précaution ou par obligation. Et ça a vraiment un effet récessif auquel on est en train d'assister. Ça s'appelle un effet multiplicateur hein, en macroéconomie. On va reparler juste après du moyen de réduire ou trouver ces 40 milliards d'euros d'efforts budgétaires que veut Éric Lombard pour 2026. Sur 2025, 0,7% de croissance, c'est l'objectif, c'est le pari, la prévision du gouvernement. Ça va être très dur au vu du premier trimestre et des chiffres qu'on a eus ce matin. Mais en fait, c'est ça. Donc la Banque de France est toujours à 0,7%, cohérente avec ce qu'affiche le gouvernement. Donc on ne peut pas reprocher au gouvernement d'afficher un chiffre encore complètement incohérent. C'est vrai qu'avec une croissance de 0,1% au premier trimestre, on a du mal à voir comment est-ce que ça va s'accélérer pour arriver à 0,7 à la fin de l'année, étant donné que, a priori, le contexte international risque de ne pas se détendre particulièrement et que on est toujours dans une démarche de restriction budgétaire pour améliorer nos comptes publics. Comme vous le disiez, on annonce encore des coupes budgétaires de 40 milliards d'euros. Donc, il n'y a pas il y a pas de raison que ça s'améliore, voire ça peut, voire en fait, plus vous coupez, plus vous êtes dans des restrictions budgétaires, plus la croissance va ralentir. Et comment on fait soit le gouvernement s'assoit sur ces 40 milliards d'euros d'objectifs d'économie ou de hausse d'impôts pour 2026 pour redresser les comptes publics. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit le plus indolore possible? Si Anne-Laure Delattre était ministre de l'économie, elle ferait quoi? Alors, elle ne serait pas ministre de l'économie, Si, j'ai dit si. mais en revanche, on fait quand même des calculs depuis pas mal de temps. Il y a eu un débat budgétaire à l'automne que vous avez beaucoup suivi, David, que vous avez, enfin vraiment, je pense que vous avez fait un gros travail là-dessus. Euh, En fait, il y a pas mal de gens qui réfléchissent à ça. Le point, c'est que d'abord, c'est quoi votre objectif? L'objectif, c'est de réduire le déficit public dans le rythme autorisé par la Commission européenne. En Or, gros, être à euh, 3% d'ici 2029. Je crois que c'est ça le chiffre. voilà,
Enfin, alors c'est 2029, on est en 2025, vous savez, on a entre 4 et 7 ans. Mm. En fait, on a entre 4 et 7 ans. C'est au gouvernement de choisir. Ça, c'est les règles européennes. Le gouvernement décide 4 ans. Pourquoi pas 7? Si on le faisait par 7, ça veut dire qu'on pourrait, vous voyez, on aurait un effort un peu plus prolongé, mais ça veut dire un petit peu moins important chaque année. Mm. Ensuite, pour arriver à 3% quand on est à 6, en gros, vous êtes à 3% de PIB de l'objectif, ça veut dire trouver environ 100 milliards à la fin de cette période. Ce qui veut dire, si moi j'étais à ce moment-là, peut-être si je devais conseiller le gouvernement, je lui dirais prenez 7 ans, prenez ces 100 milliards et divisez-les par 7. Vous voyez, c'est beaucoup moins que 40 milliards par an. Pourquoi je vous dis ça? Ça peut être entre 15 et 20 milliards par an. Et vous voyez, on est déjà même au-dessus de 100 milliards en 7 ans. Attention, c'est important. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas 15 milliards chaque année, c'est 15 milliards de plus chaque année, Oui, hein. c'est 15, 30, 45, etc. Oui, Sachant que oui, c'est pour ça que ces économies vont aussi réduire la croissance et donc réduire les déficits. Donc parfois, il faut en faire un petit peu plus pour aboutir au même niveau de baisse de déficit. Je ne sais pas si je suis clair. oui, mais c'est exactement ça. En fait, plus vous faites d'économies, plus vous ralentissez la croissance qu'on est en train d'observer aujourd'hui, et donc vos économies sont rongées par la croissance, par l'absence de croissance. Pourquoi? Parce que l'État, il tire ses revenus sur l'activité économique. Donc, moins il y a d'activité économique, moins il y a d'entrée de TVA, d'entrée d'impôts sur les revenus, d'impôts sur les sociétés. Donc la martingale, qui n'existe pas par définition, hein, c'est de trouver des moyens de faire des économies ou de rentrer des recettes là où vous touchez le moins possible à la croissance économique. Euh, il y a un modèle qui est utilisé par le Trésor qui s'appelle le modèle Mésange et qui fait ce genre de simulation qui est un modèle macroéconomique et qui vous donne des coefficients d'effets multiplicateurs. Je vais essayer de l'expliquer très simplement, mais en gros, quand on coupe 1 euro de dépenses publiques, on peut couper jusqu'à 1 euro de croissance économique, enfin jusqu'à 1 euro d'activité économique, Mm. d'après ce modèle. Or, sur 1 euro d'activité, on en tire 50 centimes pour l'État. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous coupez une dépense publique, si vous coupez 30 milliards, vous risquez à la fin de Ouais. vous retrouver avec 30 milliards de moins d'activité et donc 15 milliards de Alors quels recettes de sont les moins. endroits où on peut couper sans qu'il y ait trop d'effets en cascade négatifs sur l'activité en France? Ben, il faut couper dans les dépenses qui sont les moins utiles Ok. en France et Et il faut aussi, et je vais essayer de vous répondre, et il faut aussi se dire qu'il faut lever des impôts là où ces impôts couperont le moins d'activité. Alors du côté des dépenses, il faut faire très attention parce qu'il y a pas mal de dépenses utiles en fait. Vous savez, les assurances sociales, on tire beaucoup dessus en France, mais en fait c'est du pouvoir d'achat pour les Français. Donc moi je couperais pas les remboursements de consultation médicale, vraiment, parce qu'il y a des gens qui coupent leur consommation à cause de ça. L'apprentissage, les dépenses d'apprentissage apparemment qui ont beaucoup augmenté depuis 2017, apparemment ont créé des emplois, mais des emplois de mauvaise qualité. C'est en train d'être remis en question, donc on peut trouver probablement des économies à faire de ce côté-là. Le crédit impôt recherche, le gouvernement Barnier y avait touché et ça a été, il me semble, remis en question par tous les députés macronistes qui voulaient pas remettre en question ce crédit impôt recherche. Pourtant, vous avez plusieurs rapports publics qui vous montrent que la moitié des crédits impôt recherche, qui coûtent 7 milliards par an, sont utilisés par 50 grandes entreprises françaises avec un plein d'effets d'aubaine. En fait, la méthode, David, le problème, c'est que je ne vais pas vous donner toutes les solutions aujourd'hui, mais la méthode, c'est que vous avez quand même pas mal de rapports d'évaluation aujourd'hui qui vous disent ces dépenses-là ne sont pas très utiles, ces recettes-là qui ont été coupées finalement n'ont pas eu les effets qu'il fallait. Et donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Et c'est d'ailleurs comme ça que le gouvernement Barnier avait procédé à un moment. Il avait remis en question aussi quelques exonérations de charges sociales
Pas suffisamment à mon goût, mais vous savez, il y a 60 milliards d'exonérations de cotisations sociales par an. Il en remettait 4 en question, il me semble, ou 8, je me souviens plus exactement. Et ça aussi, ça a été sabré par, par les députés macronistes au moment du vote du budget. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage de la politique de Macron. Mais d'un point de vue plus rationnel, vous avez un rapport, le rapport Bozio-Wasmer, qui vous dit attention, en fait, toutes les exonérations de cotisations sociales qui ont été mises en place depuis une vingtaine d'années, il y en a qui sont utiles et il y en a qui sont vraiment pas très utiles. En fait, au-dessus de 2 SMIC, ça sert pas à grand-chose de faire des exonérations de cotisations sociales. En revanche, quand vous faites ça, vous asséchez les comptes publics et donc vous allez utiliser des recettes qui ne vont pas vous permettre de financer d'autres dépenses. Vous voyez? En fait, vous asséchez les caisses. Donc voilà. Anne Ordelat, il a été proposé par Amélie de Montchalin, dans le cadre du redressement des comptes publics, de supprimer l'abattement de 10% pour frais professionnels sur les pensions de retraite. C'est 5 milliards d'euros que ça pourrait rapporter aux caisses de l'État. Oui ou non? Alors oui, mais sur les retraités les plus riches. Vraiment, On c'est peut faire le ça? même On peut faire ça raisonnement. uniquement sur certains retraités? Oui, oui. Alors constitutionnellement, Oui, ça, je moi, pensais je à suis ça. pas. Voilà. Il faut voir comment c'est faisable. Si ça doit passer par une réduction de l'abattement pour les plus riches ou tout simplement une façon de prélever un peu plus sur les retraités les plus riches. Et ça, il doit y avoir des modalités précises qu'on peut mettre en place. Mais c'est le même raisonnement. Attention, en France, en fait, vous avez effectivement pas mal d'inégalités au niveau des retraités. Finalement, c'est les retraités les plus riches qui peuvent contribuer le plus parce que les 30 ou 40% des retraités les plus pauvres, ils n'ont pas de quoi, franchement, faire de gras à la fin du mois. Donc, ne leur prenez pas de revenus parce que à la fin, vous allez avoir un effet multiplicateur On y sur revient, on y l'activité revient. que vous allez payer. Justement, avant de se quitter, Anne-Laure Delatte, je lisais cette note de la Fondation Jean Jaurès qui montre, puisqu'on parle des retraités, et c'est nouveau et c'est inédit, qu'ils se rallient, les retraités, les plus de 65 ans, massivement au Rassemblement national. C'est historique. Comment on explique cette bascule des retraités? Moi, il me semble que c'est un électorat qui était traditionnellement plutôt du côté du centre, qui était plutôt acquis et favorable à Macron, et probablement qui commence à se détourner en raison de mesures perçues comme pénalisantes. C'est-à-dire, vous avez eu la CSG, vous avez aujourd'hui cette annonce de l'abattement, enfin de la suppression de l'abattement des 10%. D'un point de vue électoral, c'était peut-être une mauvaise stratégie hein, d'aller taper sur cet électorat-là. Ensuite, le RN en face, le Rassemblement national, il a un discours de protection des pensions, de stabilité économique. Vous avez aussi une droite traditionnelle, le LR, qui a repris certains thèmes du RN sans se distinguer clairement, qui parle beaucoup d'immigration, mais finalement on dit parfois que les gens préfèrent l'original à la copie, donc ça peut pousser son électorat vers le Rassemblement national. Là, on a peut-être eu une mauvaise stratégie. Et enfin, il y a une dédiabolisation du RN, hein. Clairement, il me semble que on dit plus facilement que on va voter pour le Rassemblement national. Donc il y a un changement d'image, pas forcément un changement de programme. Quand vous regardez le programme économique, il n'a pas vraiment changé et il est plutôt favorable aux plus aisés, mais vous avez un changement d'image qui fait que même des personnes qu'on pouvait penser modérées peuvent aller vers ce parti. Allez, merci pour cet échange avec vous, Anne-Laure Delatte, directrice de recherche en économie au CNRS. Merci, à bientôt. Merci David. Au revoir, à bientôt.